Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors j'espère que j'ai pas viandé la caméra parce que j'ai bien rapproché le trépied. Mais vous savez à chaque fois, hein, de toute façon je bouge la caméra, ça c'est jamais bien au bon endroit pour moi. Donc vous allez avoir les vidéos. En fait j'aurais tourné 3 vidéos là depuis la rentrée et en fait j'en avais tourné une qui était un book haul. Et je me suis rendu compte aux catastrophes que je voulais faire le Pumpkin Autumn Challenge. J'en avais entendu parler l'année dernière. Je me suis dit, cette année, je le fais. Mais pour moi, l'automne, c'est le 21 septembre, donc je ne me pressais pas. Heureusement, YouTube m'a mis en... Voilà, il sélectionne, il vous donne des idées sur ce que vous pouvez regarder. Et ils m'ont envoyé sur le terrier de Guimauze. Hein, Guimauze, qui est donc la personne qui a lancé ce challenge. Donc du coup j'ai pu rattraper le coup, mais du coup le book haul je pense qu'il va encore être décalé d'une semaine parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un update lecture et cinéma aussi parce que j'ai une tonne de livres à vous chroniquer et je vais finir par les oublier. Déjà hier j'ai fait une chronique, je me suis dit oula faut que je relise un peu, que je feuillette le livre parce que c'était un petit peu compliqué. Du coup, en plus, dans la première vidéo, je vous remercie tous pour voilà, vos abonnements de cet été. Mais vous allez avoir la vidéo que plus tard. Donc, encore une fois, je vous dis merci. Je suis désolée, là, je vais finir par vous saouler avec mes remerciements. Mais voilà, merci beaucoup voilà, de continuer de vous abonner à Caro Magic Books, à commenter, à mettre des petits pouces bleus en l'air. Enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir. Enfin, c'est vrai que ça a pas mal bougé pendant les vacances et... franchement, ça fait très plaisir, quoi. Ça fait très plaisir. Je me dis, allez, on va arriver aux 150 pour la fin de l'année. On va y arriver. Alors, j'ai redressé un petit peu la caméra. Voilà. Sinon, dans mes dernières lectures, alors je vais essayer de ne rien faire tomber. J'ai fini le tome 3 donc, d'une enquête des sœurs Brontë qui était dans ma Pumpkin Autumn Challenge. Le Monarque Rouge de Bella Ellis aux éditions Hauteville. Donc j'ai les tomes 1 et 2 version papier, mais du coup j'ai lu le 3 puisque c'était un SP, donc j'ai une date butoir et j'avais pas le temps de lire les deux autres avant. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ma lecture. Moi j'aime bien les Sœurs Brontë. Bon évidemment c'est pas l'écriture des Sœurs Brontë, hein, mais voilà, c'était sympa de les retrouver dans un autre rôle. Et puis j'ai lu aussi The Ex-People de Stephen Desberg et de Alexander Hutkin, je crois, Hutkin, aux éditions Grand Angle. Je vous en parlerai ultérieurement aussi, qui était aussi dans ma Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il s'agit d'une histoire de fantôme. Oula, si rien ne se... Ah oui, j'ai commencé Suivi de Hilary Lyod, donc aux éditions Hugo Thriller, enfin édition poche, où là on parle pas en fait c'est d'une femme qui met en scène sa famille sur Instagram, hein, son mari et ses 2 enfants. Mais elle se fait passer pour une maman imparfaite. Hein. Pour le coup, là, on n'a pas des trucs, des images super léchées, tout est beau, tout est magnifique. Au contraire, je joue sur mon côté imparfait. Bon, il ne me reste plus grand chose à dire. C'est une lecture vraiment édifiante. Hein. Franchement, je me dis, mais jamais je mettrai mes enfants sur Instagram parce que c'est voilà, c'est un suspense, c'est un thriller. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est avec ma grande langue, je vais vous en parler pendant 3 heures. Sinon, niveau film, alors je suis pas retournée au cinéma depuis un petit moment, depuis avec les vacances, tout ça, avec les enfants. J'avais même dit d'aller au ciné avec les enfants, on n'a même pas eu le temps tellement on a fait de choses. Sinon, moi j'ai regardé, j'ai emprunté Titane, donc je ne retiens jamais le nom de la réalisatrice. Julia Ducournau, pardon, qui avait déjà fait Grave, hein, où on parlait du cannibalisme, tout simplement. Ici, Titane, on en a beaucoup parlé. Alors, Palme d'Or du Festival de Cannes. Est-ce qu'elle a eu la Palme d'Or ou le prix du jury? Je crois que c'est la Palme d'Or. Vous voyez un peu les images. Voilà, ça a fait polémique ce film quand il est sorti. Il y a des gens qui, soi-disant, en sortant de... Enfin, quand le film est sorti au cinéma, quand ils sont sortis de la salle, se seraient sentis mal. Alors, c'est vrai qu'il y a des scènes très dures. Des scènes très dures, et disons qu'il y a des scènes où on sent la douleur des personnages, quoi. La douleur qu'on leur inflige, mais qu'ils s'infligent des fois à eux-mêmes. On a ces gémissements tout le temps, on se dit, oh non, non, ils vont pas faire ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors j'imagine aussi, bon, moi ça va, je suis pas trop impressionnable de ce côté-là, mais
dans un cinéma, c'est encore différent parce que vous avez, voilà, vous avez le son, vous avez l'écran, vous êtes dans le noir. Donc, voilà, j'imagine un petit peu ce que ça doit faire. En fait, on découvre l'héroïne. Alors, elle est jouée par, c'est Alexia. Enfin, dans le film, c'est Alexia. Elle est jouée par Agathe Roussel, qui est géniale dans ce film. Vincent Lindon aussi, il est incroyable dans ce film. J'ai un coup de cœur là pour Vincent Lindon. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo, en fait, elle a une plaque de titane. Elle a eu un accident de voiture enfant. Elle a une plaque de titane dans le, voilà, juste là, à ce niveau-là. D'où le titre, mais c'est aussi pour d'autres choses. Alors j'ai bien compris, enfin voilà, c'est une tueuse en fait, Alexia. Elle a une fascination pour les voitures, la mécanique. Ça, ok. J'ai compris le pourquoi ce qu'elle faisait après. J'ai compris les raisons aussi de Vincent Lindon, qui s'appelle Vincent aussi dans le film. Voilà, pourquoi il fait ça. Le développement de leur relation à tous les deux. Par contre, ce que je n'ai pas trop compris, c'est la relation d'Alexia avec, effectivement, avec les voitures, avec, voilà, avec la mécanique. Le début du film m'a franchement fait penser à Crash de David Cronenberg. C'est un film que je vous conseille. Alors attention, hein, David Cronenberg, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Si vous avez du mal avec... C'est même pas un film d'horreur, hein. En fait, c'est des gens qui sont fascinés par les accidents de voiture et qui reproduisent des accidents de voiture. Et qui du tout... C'est un couple d'ailleurs qui relance sa libido grâce à ça. Enfin, c'est... Vous avez Patricia Arquette qui est complètement... qui est super sexy dans le film, alors qui est complètement suite à un accident. Elle marche avec des béquilles, elle peut pas marcher droit, elle a des cicatrices, mais alors des chevilles jusqu'en haut des cuisses. Voilà, et elle les montre, ces cicatrices, c'est vraiment impressionnant. Donc ça, j'avais compris, mais ce rapport, c'est assez dans les films de David Cronenberg, hein, voilà, le côté, pas déshumanisation, mais le côté transformation de l'être humain vers autre chose. Et là, c'est voilà, là, c'est vers la mécanique, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai écouté ensuite l'entretien de Julia Ducournau avec un journaliste, et elle parle justement de ce film. Et j'ai lu une revue aussi sur David Cronenberg, et il parle aussi de Julia Ducournau, comme quoi elle s'inspire aussi de Cronenberg. Ça s'arrête là, parce que... voilà, effectivement, je dis, hein, sur la voiture, on la voit. En fait, elle fait pas des striptease, mais ouais, des sortes de striptease sur des conventions de voitures et tout. Voilà. Euh, c'est. Là, j'ai compris. Ouais, ok. C'est ce qui lui. Je peux pas vous le dire parce que je vous spoilerai complètement le film. J'ai pas trop compris cet aspect-là. Du coup, j'ai écouté. Alors, pour le coup, c'est vraiment intéressant d'écouter la réalisatrice parce qu'elle explique pourquoi. C'est vrai qu'après, ça part dans une direction complètement différente par rapport à David Cronenberg. C'est vachement intéressant ce qu'elle explique parce que Titane. Alors, c'est vrai que Titane, ça fait penser à une plaque de titane, mais ça fait penser aussi aux titans et aux titanes de la mythologie grecque, hein, qui étaient les premiers arrivés dans le panthéon, enfin pas dans le panthéon, mais dans la mythologie grecque, hein, qui ont été vaincus après par les dieux Zeus et ses frères et sœurs. Et, euh, et voilà, et on a un rôle de femme, ça pourrait être un mec, quoi. Enfin, oui et non. Mais voilà, elle s'affranchit des codes, elle vit sa vie, quoi. Et voilà, en ça, c'est un personnage très très libre, hein. C'est voilà, et voilà, Titane, on voit que c'est un personnage à part. Vincent Lindon, dedans, il a une transformation physique incroyable. Voilà, donc en suivant voilà, je vous conseille il n'est pas très long, mais enfin, si vous c'est comme moi, si vous avez compris tout de suite, c'est bien. Si, comme moi, sur cette partie, voilà, avec la mécanique, vous êtes un peu largué, et tout ce qui arrive à cause de la mécanique et de l'amour des voitures, surtout écoutez bien cet entretien. Moi perso j'ai bien aimé, mais je vous dis après je suis pas facilement impressionnable sur ça, donc voilà, après les gens impressionnables, c'est pas votre genre de film d'aller voir des choses comme ça qui peuvent paraître très crues, pas vulgaires mais crues, dures.
On voit quand même des meurtres aussi, hein, donc, et ça fait très réaliste. C'est pas enrobé voilà, dans du glamour ou quelque chose de très travaillé, tout ça. Ben non, n'allez pas voir. Mais sinon, ouais, si vous voulez voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, oui, je vous conseille de voir Titan. Donc ça, c'était la petite partie ciné. Au niveau lecture, j'en ai plein, je vous ai dit, à vous montrer. Alors, j'ai lu des mangas pendant... c'était au mois d'août. Non, c'est au mois de juillet. Vous voyez, mes peut-être lectures, ils sont un petit peu tardifs. Voilà, donc j'ai lu la suite de Sister and Vampire, c'est les 8. Donc, dans les premiers tomes, en fait, voilà, on a une jeune, je sais pas si j'ai retrouvé, voilà, une jeune nonne, Elena, qui est toute douce, pure, pleine de bonnes intentions. Il n'y a pas d'image en couleur, tiens, j'aurais voulu vous montrer. Souvent, ils mettent des images en couleur, là, il n'y en a pas sur la. Bon, il n'y en a pas, il y a que ça. Voilà, ça c'est le vampire. Et puis, elle tombe sur un vampire, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus, Richter, qui est là depuis des siècles, et qui décide d'en faire sa chose, qui décide de la faire tomber, qu'elle ait du désir pour lui, tout ça, même voir qu'elle tombe amoureuse de lui. Elle pense qu'en le suivant, elle va l'aider à comment à avoir des sentiments humains, elle va le sauver, c'est ce qu'elle espère, sauf qu'elle est prise un peu dans le tourbillon de ses sentiments. Alors c'est classé érotique, hein, fantastique, érotisme, action. Donc c'est érotique, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pour les adultes. Par contre, comme j'ai dit lors de la critique des 6 premiers tomes que j'ai lus en suivant, voilà, ça tourne beaucoup voilà, autour de ces scènes justement spicy et il ne se passe pas grand chose à côté. Et c'est un petit peu la même chose ici, même s'il y a des personnages secondaires, on a un majordome fantôme qui arrive dans l'histoire qui est très bien. On a un prêtre comment, exorciste, mais qui est un véritable monstre en fait, hein, même si c'est un être humain. Voilà, donc il y a quelques personnages intéressants, mais sinon voilà, ça tourne beaucoup autour de ouais, voilà, je te saute dessus, je te mords. Bon, c'est pas. Disons que dans les histoires de vampires, je vous en avais déjà parlé, mais je vous conseillerais plutôt Vampire Night. Qui est vraiment là pour le coup une histoire de vampire, d'être humain. Il y a un passé présent très important, il y a une véritable intrigue. Voilà. Je conseillerais d'ailleurs plutôt cette série-là, qui est moins érotique d'ailleurs en plus, plutôt que Sister and Vampire. Bon, bah, de toute façon, je vais lire la suite. Hein. Il y a encore un tome 9 qui vient de sortir, je crois. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ensuite, alors, je regarde sur mon petit carnet en même temps. Toujours pour rester dans les mangas, j'ai lu alors Kingdom Game. Ça, c'est le tome 3. Je vous en avais déjà parlé. Hein. En fait, on suit des lycéens ou collégiens qui font une sortie scolaire. Et non, c'est les tomes 2. Bon, en fait, non, je les ai tous, en fait, les tomes. Ouais. Mais j'avais lu, je crois que j'avais déjà lu les 1 et 2. Il manquait les 3, 4, 5. Ça s'arrête à 5 tomes. Ils vont à une sortie scolaire et ils se rendent dans un lieu, ça je ne savais pas du tout, mais au Japon, il y a eu aussi des catholiques. C'est vrai qu'il y a eu des prêtres évangélistes qui sont allés aussi au Japon. Donc il y a eu voilà, quelques Japonais qui sont convertis au catholicisme il y a des siècles de ça. Et ils se rendent dans un lieu où il y avait une communauté catholique avec une princesse, voilà, un roi, une princesse. Et évidemment, les autres Japonais n'appréciaient pas du tout ces catholiques. Donc il y a eu un véritable massacre, notamment de la princesse qui a été torturée, je crois qu'elle a été emmurée, enfin voilà. Elle a subi des tas de choses. Et quand ils se rendent sur ces lieux, en fait, ils sont envahis par ils voient le fantôme de cette princesse et un curieux personnage qui l'accompagne. Et en fait, le deal, elle va les faire jouer à son King Game, au jeu du roi. Alors, ils sont 7 en tout. Alors, tous les jours, il y en a un, deux, que ce soit homme ou femme, sera nommé roi ou reine. 3 seront nommés nobles. Et 3 autres seront nommés roturiers. Ça change tous les jours. Donc, ils ont des tatouages qui apparaissent pour montrer qui est le roi ou la reine du jour. À minuit, hop, ça change. Voilà. Sachant que le roi ou la reine a le droit de tout sur les nobles et sur les
sur les roturiers. Donc vous imaginez ce que ça donne ça donne déjà chez les adultes, alors chez des lycéens et collégiens ce que ça donne, hein, ça, quand ils ont le droit de tout faire subir aux autres, de leur donner des ordres. Voilà, ça peut aller très loin. Les nobles ont tous les droits sur les roturiers. J'ai un petit question de résonance dans la pièce, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Et par contre, alors les roturiers, s'il y en a 2 sur 3 qui se révoltent, ils peuvent mettre fin au pouvoir des nobles ou du roi et de la reine. Alors d'une façon, je vous dis pas trop comment ça se passe quand ils font ça, puisque c'est ce qu'on voit dès les 2 premiers tomes. Alors, et ensuite, on découvre qu'en fait, ils ne sont pas les seuls à subir ça. Ils sont plusieurs groupes à jouer au King Game, à être voilà 7, et c'est un peu à la fin, il ne peut en rester qu'un, quoi. Donc voilà, ils vont se retrouver confrontés à d'autres groupes. Ils vont découvrir qu'ils peuvent posséder des armes quand ils gagnent une partie. Enfin voilà. Ça se termine au tome 4 ou 5, je crois 4, où ils se retrouvent, l'équipe voilà, qu'on a suivie, les jeunes qu'on a suivis, ils se retrouvent à nouveau dans un monde, dans leur monde, mais une sorte de monde parallèle où ils retrouvent la princesse qui va leur donner un ultime défi. Ok, voilà, alors on voit ce qui se passe. Alors c'est intéressant parce qu'on voit les autres groupes, on voit des personnages, je veux dire, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, en fait c'est les pires, un personnage en particulier. Donc on voit d'autres relations s'établir, hein. On voit leur groupe qui commence à eux, voilà, les héros du départ, à se déliter un petit peu, hein. Il y a des tensions qui montent aussi, des histoires d'amour, d'amitié, voilà. Et puis, Shkroum Badaboum, au tome 5, il se passe un truc, on se dit, ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas ce qui était prévu au départ, mais ouais, ok, d'accord. Et puis les années passent, et puis on a la résolution. Et puis voilà, il y a un truc qui se passe. Alors, je ne vais pas vous le dire, je vais vous spoiler, mais je me dis, mais c'est. Enfin, franchement, c'est quoi cette fin? Parce qu'on sait pas ce qui s'est. En fait, on sait pas ce qui s'est réellement passé pour finir dans ce monde parallèle, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ben voilà, c'est complètement... Je suis même allée voir sur internet, je me suis dit, bah, t'as du mal regarder, il doit y avoir une suite. Bah, apparemment non. Je me suis dit, on va avoir des explications, mais je voyais le tome 5 qui se terminait, j'ai dit non, 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 non. Donc l'idée de départ est pas mauvaise, mais très mal exploitée. Pareil, dans le même style, je vous conseillerais plutôt King's Game, que j'avais commencé... non, pas King's Game, ça c'est le titre de celui-là. Non, c'est Kingdom Game celui-là, pardon. Kingdom Game. Kingdom Game et celui que... Voilà, c'est King's Game que j'ai lu aussi, qui est très très bien, que j'ai jamais eu le temps de finir. J'ai changé de bibliothèque et on n'avait pas... donc j'ai pas eu le temps de finir mes livres. Et qui était très très bien. Voilà, qui est un peu sur le même système, hein. Tous les jours, il y a des épreuves, tout ça à passer. Et c'est voilà, c'est assez... oh là, j'avais une chute de livres, moi là. Tombez pas, tombez pas, tombez pas. Je sais pas si ce que je dois retenir. Mon cahier, mes livres, mais au secours. Voilà, donc bah voilà, Kingdom Game. Et bon voilà, il y a longtemps que j'avais pas lu de manga. Je veux pas. Bon, hein, je ne sais pas dire que c'était les meilleurs que j'ai lus par rapport à ce que j'ai lu avant. Dans le cadre de Lisons l'Asie, il fallait lire un livre qui raconte une saga historique, une histoire de famille. Donc j'ai lu Rue de Kim Thuy, où on suit l'histoire de l'autrice qui est née donc au Vietnam dans une famille riche. Donc évidemment, quand les Américains partent et que les Viet Cong prennent le pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas la joie, hein. Leur maison est envahie, ils sont obligés je crois, de quitter leur maison, ils perdent leur richesse, leurs privilèges, ils finissent par s'enfuir. Alors ils font partie des boat people, hein, vous savez, tous ces dont on a beaucoup parlé dans les années 80-90, encore qui fuyaient l'Indochine, hein, pour échapper au régime des Khmers rouges et ce qui s'en est suivi. Et comment est toute la purge qu'il y a eu, la révolution. Non, non, je vais dire une bêtise. Enfin bref, toute la purge qu'il y a eu. Donc voilà, ils embarquaient sur des radeaux de fortune pour certains, et ils prenaient la mer comme ça, donc je vous laisse imaginer. Elle fuit sur un bateau, mais ils sont à fond de cale, alors les conditions de vie sont atroces. Ils débarquent sur une île, reconditions de vie atroces. Enfin, c'est... Voilà. Et vous voyez, le livre est très court, hein. Il fait quoi, 120 pages? Ah non, 140. En fait, elle entremêle des moments de son ancienne vie au Vietnam avec son présent
et ce qu'elle a vécu entre deux, c'est-à-dire ce voyage en enfer. Elle a fini par arriver au Canada, où ils ont été très bien accueillis, hein. En tant que réfugiés, tout ça, on les a beaucoup aidés, on leur a apporté des vêtements, ils ont été logés par des gens, on a inscrit les enfants à l'école, on les a aidés pour la langue, tout ça. Donc, et en même temps, elle parle de sa vie à elle, de ses ressentis, c'est-à-dire qu'elle est quelqu'un est quelqu'un d'asocial, qui a beaucoup de mal à aller vers les autres. Elle parle aussi un peu de son mariage, de ses enfants. Un de ses enfants est autiste d'ailleurs, mais elle en parle très peu, hein, ça va très très vite en fait. Et c'est voilà, c'est tout un voyage. Alors c'est très voilà, c'est très court mais très intense. C'est un beau livre. Elle en a écrit deux autres. Il y a Rue, c'est le premier. Alors Rue, ça veut dire deux choses. Ça veut dire berceuse en vietnamien. Et Rue, c'est un petit ruisseau en français. Donc en fait voilà quoi, c'est le petit ruisseau de sa vie. Et la berceuse, je crois que c'est en référence aux berceuses que lui chantait sa mère, je crois. Je sais plus. Berceuse, bercée. Enfin voilà, donc elle raconte un peu toutes ses difficultés. Bon, maintenant elle vit au Québec, elle écrit, voilà, elle est mariée, elle a des enfants. Mais oui, on sent qu'effectivement tout ça l'a fortement marquée. Et puis elle parle de sa famille. Enfin, elle a quand même son oncle notamment qui est un véritable personnage dans sa famille, quoi. C'est assez rigolo, mais voilà, c'est assez intense parce que c'est assez psychologique quand même comme livre. Et bon, je dirais là, il y a, je vais dire une bêtise, je vais pas vous dire une bêtise. Elle a quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Alors, est-ce que les titres des livres, les autres seraient notés? Je vais en avoir un autre dans ma palle d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour Rue. Il faut encore que je fasse ma chronique d'ailleurs pour la mettre sur le groupe L'été Lisons l'Asie. Je peux en a... Voilà, moi j'ai commencé à paumer des trucs. Alors là, je vous ai déjà fait la chronique sur Insta, mais j'ai pas dû vous la faire. Si, donc il s'agit de Gemellus. Alors c'est le tome 1 de Dominique Skemp, de Mélanie Dufresne. C'est une auto-éditée. Alors j'avoue que j'ai été très agréablement surprise par ce roman. Déjà, c'est un space opéra. Enfin, c'est de la science-fiction, space opéra, écrit par une femme et par une française. Donc c'est quand même assez rare. Donc c'est un livre très musclé, même si c'est écrit par une femme. Bon, il y a des personnages féminins très forts aussi. Et puis c'est assez prenant parce on se retrouve sur notre terre, mais dans un monde futuriste qui a été enfin voilà, des extraterrestres sont arrivés, ils ont l'habitude de coloniser des mondes, sauf que la Terre a eu le droit à un statut protégé par rapport à d'autres aliens qui auraient voulu lui piquer toutes ses ressources naturelles, quoi. Et bon, elle a réussi à avoir, grâce à d'autres extraterrestres, je ne me demandais pas les noms parce que c'est trop compliqué, j'ai oublié, et ça remonte à un petit moment. Voilà, donc là, ces astuces de protéger. Dominique Skemp, lui, il est transporteur de marchandises, plutôt pirate sur les bords, on va dire. Et jusqu'au jour où il a un frère et une sœur qui sont jumeaux, le frère et la sœur. Il va chez sa sœur, il ne la trouve pas. Et son frère débarque. Alors c'est un peu tendu entre les deux, hein, ils ne s'entendent pas super bien. Autant son frère et sa sœur sont très proches, parce qu'ils sont jumeaux, ils sont très proches. Lui s'entend Dominique très bien avec sa sœur. Avec son frère, ça ne se passe pas bien du tout. Donc, et voilà, donc ils décident de partir à la recherche de leur sœur. Donc du coup, on va se retrouver dans l'espace, on va rencontrer d'autres extraterrestres. On va rencontrer un ancien amour, Dominique Skemp, qui est une créature hybride, à moitié humaine, à moitié extraterrestre, mais voilà, très belle et très avec une force beaucoup plus importante, hein, donc voilà, mais qui elle-même fuit des choses parce que en gros, elle est considérée, bon, je vais peut-être pas vous le dire parce que ça va spoiler, mais donc je vais pas vous le dire, mais disons qu'aucun n'a une situation facile. Voilà, donc ils vont essayer de retrouver leur sœur qui travaillait pour un gros consortium. Voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué, les consortiums comme ça, on sait que tout ce qui les intéresse c'est faire de l'argent. Elle faisait des recherches, donc voilà, quelles recherches faisait-elle et pourquoi a-t-elle disparu, voilà, donc il y a des... Alors ça peut paraître complexe et expliqué très simplement parce que des fois le space opéra quand il y a de la science et tout, moi je suis vite perdue, là c'est pas le cas du tout, ça se lit très bien, c'est une trilogie mais l'histoire se termine, hein, vous avez une fin.
pour ce premier tome. Et puis voilà, c'est assez rythmé, ça a vraiment été une bonne lecture, une bonne surprise. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur ce livre? Voilà, ouais, vous avez des moments de bataille, vous avez des vaisseaux spatiaux, vous avez de l'humour, enfin, c'est voilà, des relations entre humains et extraterrestres. Ah oui, c'est ça. À savoir aussi qu'il existe, alors je sais plus comment ils s'appellent, mais des aliens qui s'intéressent au pouvoir au pouvoir psychique. Et on découvre chez les humains des pouvoirs psy qui se sont réveillés quand la Terre a été envahie. Et le frère et la sœur de Dominique ont justement des pouvoirs psy comme ça. On voulait même les enrôler dans cette espèce de guilde là, ces extraterrestres qui vont former des guildes et qui recrutent des humains pour les former. Ils n'ont pas voulu. Ils sont pas très clairs, on va dire, cette guilde. On sait pas trop ce qu'ils font avec. Je dis pas qu'ils les tuent ni rien, hein, mais je pense qu'ils se servent d'eux pour certaines choses et on ne sait pas quoi exactement. Donc voilà, sa couverture est superbe. Donc une très bonne lecture détente, tout ça. Donc c'était vraiment très bien. Je suis contente de ma lecture, ça a été une très bonne surprise. Alors, je vais aller vite parce que j'en ai vraiment plein. J'ai eu du mal à me le procurer, mais j'ai réussi quand même à le trouver. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, aussi aux éditions du Chat Noir, c'est ça, le Chat Noir. Ils ont des livres assez intéressants. On est plus dans du fantastique dans leur maison d'édition, j'ai l'impression. Et franchement, c'est super intéressant. J'ai acheté plusieurs livres chez eux et bon, j'ai lu que celui-ci pour le moment, mais les sujets sont, quand je lis les résumés, sont vraiment très intéressants. Donc là, on va suivre un jeune garçon, Julian. Alors, il est à moitié japonais et à moitié anglais. Anglais par son père, je crois, et japonais par sa mère, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà. Il a son meilleur ami, c'est Suichiro Sakai. Et sa meilleure amie, je ne sais pas si son nom est encore noté, voilà, Haru. Et sa meilleure amie s'appelle Haru. Haru et Suichiro ne s'entendent pas. Il y a un drame aussi qui a marqué ses enfants. Il y a aussi une jeune fille, Akiko. On voit qu'elle aime beaucoup Juliane, mais c'est quelqu'un de tellement discret que personne ne la remarque. Alors que c'est une bonne élève et tout, qu'elle est gentille, mais personne ne la remarque jamais. Tout le monde oublie de lui rappeler les choses. Si elle lève le doigt en classe, l'instit ne la voit jamais. Enfin voilà, c'est très... voilà, cette pauvre Akiko, enfin moi, elle m'a vraiment marqué cette Akiko. Et en fait, ils ont été frappés par un drame, c'est-à-dire que la sœur de Sushiro est décédée. Alors tout tourne autour de ça, puisqu'on se demande comment elle est décédée, vu que Julian, on sent bien qu'il était amoureux d'elle, comment il se souvient plus de ce qui s'est passé le jour où elle est morte. Donc tout le mystère réside là-dedans. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il a des flashbacks qui sont un peu, voilà, qui mettent en scène des... C'est pas de la littérature jeunesse, hein, ça met en scène des... Alors on voit pas de scène de torture, on va dire, sur des animaux, mais c'est quand même suggéré et on en parle. Voilà, je préfère vous le dire quand même. Je sais pas si c'est noté d'ailleurs au début du livre, des fois ils mettent un... Non, là c'est pas noté, mais bon, voilà, pour ceux qui n'aiment pas... On ne les voit pas, hein, mais on sait qu'il y en a eu. Voilà, donc il a des flashbacks comme ça, Julian, et il a une relation un peu particulière avec Sushiro et avec Haru aussi, donc c'est... Voilà. Bon, moi j'avais deviné un truc dès le début, quasiment dès le début. Donc du coup, ça m'a peut-être rendu la lecture moins intense. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en a parlé pas mal sur les réseaux, beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé, notamment sur la chaîne Il est bien ce livre. Alors j'ai beaucoup aimé ma lecture, hein, mais je ne sais pas si ceux qui ont lu ça, les autres qui l'ont lu, s'ils avaient deviné comme moi le début. Au tout début. Moi, c'est vrai que ça m'avait fait tilt assez rapidement. C'était bien ça. N'empêche que le roman est quand même passionnant parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Et on se dit, est-ce que Juliane va retrouver la mémoire enfin? Et c'est une fin, voilà, ça parle de malédiction, de famille. Et l'écriture est très fluide, hein. C'est vrai que ça pourrait presque être une écriture pour la jeunesse, enfin jeune adulte, je dirais, mais voilà, il y a des scènes un peu dures, un peu psychologiques, un peu, voilà, donc peut-être pour à partir de 18 ans quand même. Mais en tout cas, c'est
Et puis il y a surtout, oui, il y a ce chose, c'est la fille qui tressait les nuages, parce qu'en fait, Haru, elle tresse les nuages, mais elle tresse vraiment les nuages. Vous avez des moments dans le livre, en fait, des moments de magie. Pourtant, on n'est pas censé être dans un monde fantastique, on est censé être dans notre monde à nous, mais il y a des scènes comme ça un peu étranges, un peu bizarres, mais qui semblent naturelles à tout le monde. Donc on est dans une sorte de monde un peu onirique, c'est ça, assez onirique, un chouïa fantastique sans que ça trouble personne. Et il y a toujours ce drame de savoir comment est morte la sœur de Sushiro. Donc c'est assez poétique. Et en même temps, c'est très cruel. Voilà, c'est un conte cruel, je dirais même. Ouais, un conte cruel, une fable cruelle, un conte cruel. Et puis j'avoue que la femme a... J'ai été... pour un des personnages, mais j'étais... Enfin, pour plusieurs personnes... Enfin, pour tous les personnages, mais pour un en particulier, je me suis dit, mais... Oh, oh mon Dieu, quoi. Donc voilà. Mais c'est voilà, une autrice à découvrir, un livre à découvrir. Alors c'est vrai qu'il n'est pas facile de le trouver en occasion. Amazon, parfois, ils l'ont pas. La Fnac, je suppose que c'est pareil. Je vais pas regarder. Enfin, moi, je l'ai acheté d'occasion, hein. Parce que je me dis, s'il me plaît pas, de l'acheter, voilà, il est à 19,90, il n'est pas sorti en poche, hein, donc voilà. Mais là, voilà. Donc c'est ouais, c'est un livre qui vous marque quand même, et c'est ouais, c'est un conte assez cruel. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour... Bon, je suis contente, j'en ai quand même fait quelques-uns. Ça va diminuer un petit peu ma pile, ça c'est pas plus mal. Bon, bah donc du coup, vu l'ordre dans lequel je mets mes vidéos, je pense que le prochain ce sera un book haul. Donc vous avez dû avoir ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge avant. Donc surtout n'hésitez pas, hein, s'il y a des livres voilà, que vous lisez dans le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, même sur cette vidéo aussi, hein, ça n'a pas d'importance. On peut en discuter ensemble. Moi, je suis allée piocher un peu dans des vidéos aussi d'autres booktubeurs qui font ce challenge, et ça donne des idées, c'est très bien parce que des fois on est un peu bloqué. Je vous ai mis sur la vidéo, je vous mettrai sur la vidéo les références de Guimauze qui organise ce challenge. Puis comme d'habitude, bah, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Et je pense qu'on se retrouvera une prochaine fois pour un update lecture. Voilà, pas un update lecture, un book haul, pardon. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous embrasse bien fort. Bye bye.